Le cœur battant, Margot claqua la porte de l'appartement, les larmes aux yeux, alors que la voix de Mélanie retentissait derrière elle. « Attends, ce n'est pas ce que tu crois. » Mais déjà, les rues animées de Barcelone l'engloutissaient, et elle courut, aveuglée par la trahison qui venait de briser son monde en mille éclats. Comment avait-elle pu ignorer les signes, ces regards complices entre Mélanie et son propre frère? Margot avait toujours aimé Barcelone pour son chaos poétique, ce mélange de soleil méditerranéen et de vents imprévisibles qui balayaient les Ramblas comme des secrets murmurés. À 26 ans, elle s'était installée ici après avoir fui Paris, où les souvenirs d'une enfance étouffante avec des parents trop rigides l'avaient poussée à chercher la liberté. Elle travaillait comme graphiste freelance dans un petit studio du quartier gothique, entouré de murs couverts de graffitis et de cafés où l'on buvait du cortado en discutant philosophie. C'était là qu'elle avait rencontré Mélanie, un soir d'été, lors d'une exposition d'art contemporain. Mélanie, avec ses 25 ans pétillants, ses cheveux blonds coupés courts et son sourire qui illuminait les ombres, était venue de Madrid pour un stage en architecture. Elle s'était liée d'amitié instantanément, partageant des promenades interminables le long de la plage de la Barceloneta, des rires autour de tapas et des confidences tardives sur la vie. « Tu sais, Margot, je me sens vivante ici, avec toi », avait dit Mélanie un soir, alors qu'elle regardait les vagues se briser contre les rochers. Margot avait senti un frisson, mais elle l'avait attribué à la brise marine. Elles étaient amies, rien de plus. Pourtant, au fil des mois, une intimité s'était installée, faite de gestes tendres, une main sur l'épaule, un regard prolongé, un silence chargé d'émotions inexprimées. Margot, qui avait toujours navigué entre des relations éphémères avec des hommes, se surprenait à rêver de Mélanie, de ses courbes douces et de sa voix rauque quand elle chantait des chansons de flamenco apprises dans son enfance madrilène. Puis vint l'annonce, le frère de Mélanie, Antoine, allait venir séjourner chez elle pour quelques semaines. Il avait 28 ans, un job précaire en France, et cherchait à se relancer en Espagne. Mélanie en avait parlé avec excitation, « Il est génial, tu verras. Un peu bohème, comme moi, mais avec un cœur d'or. » Margot avait acquiescé, heureuse de voir son ami rayonner. L'appartement qu'elle partageait dans le quartier de Gracia était modeste mais chaleureux, avec ses balcons fleuris et ses murs peints en bleu ciel. Antoine arriva un après-midi pluvieux, valise à la main, un sourire charmeur aux lèvres. Grand, brun, avec des yeux verts hérités de sa mère française, il embrassa Mélanie avec effusion et serra la main de Margot un peu trop longtemps. Les premiers jours furent idylliques. Antoine cuisinait des paellas improvisées, racontait des anecdotes hilarantes de ses voyages en Amérique du Sud, et les emmenait dans des bars cachés où l'on dansait jusqu'à l'aube. Margot se surprit à rire avec lui, à apprécier sa compagnie. Mais bientôt, des fissures apparurent. Antoine flirtait ouvertement avec elle, des compliments glissés comme des caresses. « Tes yeux, Margot, ils capturent la lumière comme les vitraux de la Sagrada Familia. » Mélanie observait, un sourire forcé aux lèvres, mais ses yeux trahissaient une jalousie naissante. Margot, confuse, repoussait gentiment Antoine, mais sentait grandir en elle un malaise. Était-ce de la loyauté envers Mélanie, ou quelque chose de plus profond? Un soir, après une fête arrosée, Antoine embrassa Margot dans la cuisine, alors que Mélanie dormait dans la chambre voisine. Ses lèvres étaient insistantes, son corps pressé contre le sien. Margot le repoussa, le cœur en tumulte. « Non, Antoine, ce n'est pas possible. Ta sœur. » Il rit doucement. « Mélanie ? Elle s'en fiche. Elle sait que je suis un séducteur. » Mais Margot s'enfuit dans sa chambre, hantée par la trahison potentielle. Le lendemain, Mélanie semblait distante, évitant son regard. « Qu'est-ce qui s'est passé hier soir ?» demanda-t-elle enfin, d'une voix tremblante. Margot avoua tout, les yeux baissés. Mélanie pâlit, puis éclata en sanglots. « C'est lui, toujours lui. Il prend tout ce qui m'appartient. » Ce fut le début des conflits. Antoine, sentant la tension, devint plus provocateur, multipliant les attentions envers Margot pour attiser la jalousie de sa sœur. Mélanie, blessée, se refermait, passant des nuits entières à errer seule dans les rues. Margot, prise au milieu, réalisait peu à peu la nature de ses sentiments. Ce n'était pas Antoine qui l'attirait, c'était Mélanie, avec sa vulnérabilité, sa passion pour la vie. Un après-midi, seule avec elle sur la terrasse, Margot osa, « Mélanie, je
Je pense que je t'aime. Pas comme une amie. Les mots restèrent suspendus dans l'air chargé de soleil. Mélanie la regarda, les yeux écarquillés, puis un sourire timide illumina son visage. Moi aussi, Margot. Depuis le début. Elles s'embrassèrent pour la première fois ce jour-là, un baiser doux et hésitant, comme une promesse murmurée. Mais Antoine, rentrant plus tôt, les surprit. Son visage se durcit. Ah, c'est donc ça. Ma sœur et sa colocataire. Intéressant. Mélanie se raidit, craignant sa réaction. Antoine, au lieu de s'emporter, afficha un sourire cynique. Ne vous inquiétez pas, je garderai votre secret. Mais attention, les secrets ont un prix. Les jours suivants, il devint manipulateur, insinuant des doutes. Margot, es-tu sûre que Mélanie n'est pas juste en phase d'expérimentation? Elle a toujours été volage. À Mélanie, il chuchotait. Margot est française, elle repartira un jour. Ne t'attache pas trop. La tension monta, culminant lors d'une dispute violente. Antoine accusa Margot d'avoir séduit sa sœur pour la blesser lui. Tu m'as repoussé pour elle? C'est pathétique, hurla-t-il. Mélanie, défendant Margot, révéla un secret familial. Antoine avait toujours été jaloux d'elle, sabotant ses relations par envie. Tu es toxique, Antoine. Pars. Il partit en claquant la porte, laissant derrière lui un silence pesant. Margot et Mélanie, épuisées, se blottirent l'une contre l'autre, leurs larmes se mêlant. Ce fut le début d'une guérison, mais aussi d'une introspection profonde. Les semaines qui suivirent le départ d'Antoine furent un tourbillon d'émotions pour Margot et Mélanie. Elles exploraient leur amour naissant avec une timidité touchante, comme deux exploratrices découvrant un nouveau continent. Les promenades dans le parc Güell devinrent des rituels, où elles s'asseyaient sur les bancs mosaïqués de Gaudi, mains entrelacées, à parler de leurs rêves. Margot confia ses peurs. J'ai toujours cru que l'amour était une cage, comme avec mes parents. Mais avec toi, c'est une liberté. Mélanie, les yeux brillants, répondit, et moi, j'ai grandi en pensant que l'amour était une compétition, grâce à Antoine. Mais toi, tu me fais sentir unique. Pourtant, les ombres du passé persistaient. Antoine appelait sporadiquement, alternant excuses et reproches. Je suis désolée, sœurette, mais avoue que c'était prévisible. Tu as toujours eu un faible pour les filles comme elle. Mélanie raccrochait, blessée, mais les doutes s'insinuaient. Et si Antoine avait raison? Était-ce une phase? Margot, sentant sa fragilité, la rassurait par des gestes tendres, un petit déjeuner au lit, une rose cueillie dans les jardins de Montjuic. Leur intimité physique s'épanouit lentement, dans la douceur des nuits espagnoles, où les corps se découvraient avec une révérence presque sacrée. Un jour, lors d'un voyage à Madrid pour rendre visite à la famille de Mélanie sans Antoine, qui avait regagné la France, les tensions ressurgirent. La mère de Mélanie, une femme conservatrice imprégnée de traditions catholiques, remarqua leur proximité. « Vous êtes si proches, les filles. C'est beau, l'amitié. Mais sont-on caché une suspicion? » Mélanie, nerveuse, évitait les contacts en public. Margot se sentit rejetée. « Pourquoi te caches-tu? Suis-je une honte? » De retour à Barcelone, la dispute éclata. « Ma famille ne comprendra jamais, » cria Mélanie. « Et toi, tu es prête à tout affronter? » Margot, le cœur serré, répondit, « Oui, pour toi, je le suis. Mais si tu as peur, peut-être que ce n'est pas le bon moment. » Elles passèrent la nuit séparées, chacune dans sa chambre, à ruminer. Le lendemain, Mélanie s'excusa, larmes aux yeux, « J'ai peur de te perdre, pas de ma famille. » Elles se réconcilièrent dans une étreinte passionnée, promettant de affronter l'avenir ensemble. Mais un appel d'Antoine changea tout. Il annonça son retour, « J'ai besoin d'aide, Mélanie. Je suis en galère financière. Laisse-moi revenir, juste pour un mois. » Mélanie, partagée entre loyauté fraternelle et amour pour Margot, accepta. Margot, inquiète, sentit un froid s'installer. Antoine revint, plus humble en apparence, mais ses yeux trahissaient une rancune. Il observa leur couple avec un sourire faux, glissant des commentaires insidieux, « Vous formez un beau duo. » Mais l'amour entre femmes, en Espagne, ce n'est pas toujours facile. Un soir,
Seul avec Margot, il avoua: je t'aimais bien, tu sais. Mais maintenant, je vois que tu as choisi. Tant pis. Margot le confronta: c'est ta sœur que j'aime. Respecte ça. Il rit amèrement: respecter? Elle m'a toujours tout pris. Même toi. La trahison vint d'où elle l'attendait le moins. Antoine, pour se venger, contacta la mère de Mélanie et révéla leur relation. Maman, il faut que tu saches, Mélanie est avec une femme. C'est contre nature. La mère appela, furieuse: comment oses-tu? C'est un péché. Reviens à Madrid immédiatement. Mélanie, effondrée, accusa Antoine: pourquoi? Pourquoi nous détruire? Il répondit, froid: parce que tu m'as abandonné pour elle. Margot, témoin de la scène, sentit son monde s'effondrer. Mélanie, sous la pression familiale, hésita: peut-être qu'on devrait faire une pause. Pour réfléchir. Margot partit ce soir-là, errant dans les rues de Barcelone, le cœur brisé. Elle se réfugia chez une amie, passant des nuits blanches à se remémorer leurs moments heureux. Mélanie, de son côté, affronta sa famille. Elle se rendit à Madrid, seule, pour une confrontation douloureuse. Maman, l'amour n'est pas un péché. C'est ce qui me rend heureuse. La mère, après des heures de larmes et de cris, adoucit son ton: je ne comprends pas, mais je t'aime. Donne-moi du temps. Antoine, confronté à sa propre méchanceté, s'excusa enfin: j'étais jaloux. Pardon. De retour à Barcelone, Mélanie chercha Margot. Elles se retrouvèrent sur la plage, au lever du soleil. Je t'ai perdu, demanda Mélanie, la voix brisée. Margot, émue, secoua la tête: non, mais on doit être fortes ensemble. Elles s'embrassèrent, scellant une promesse de résilience. Pourtant, les cicatrices restaient, rappelant que l'amour, comme la vie, est fait de batailles. Avec le temps, Margot et Mélanie reconstruisirent leur relation sur des bases plus solides. Antoine, repentant, quitta définitivement l'Espagne pour Paris, où il entreprit une thérapie pour gérer sa jalousie. Les appels devinrent rares, mais plus sincères. Mélanie, libérée du poids familial, s'ouvrit davantage, elle parla de son enfance, marquée par la comparaison constante avec son frère, et de ses premiers émois pour des filles à l'adolescence, réprimées par la société espagnole. Margot partagea ses propres doutes, son éducation française rigide qui l'avait faite douter de son orientation. Ensemble, elles assistèrent à des événements LGBT à Barcelone, comme la Pride, où elles marchèrent main dans la main, entourées de couleurs arc-en-ciel et de chants de liberté. Leur amour s'approfondit, mêlant passion et tendresse. Des week-ends à la Costa Brava, où elles nageaient nues dans des criques isolées, aux soirées intimes chez elles, où elles cuisinaient des plats français comme des crêpes au caramel en riant de leur maladresse. Mais les conflits n'avaient pas disparu. Un jour, Margot reçut une offre d'emploi à Paris, un poste de rêve dans une agence renommée. C'est une opportunité, Mélanie. Mais je ne partirai pas sans toi. Mélanie, attachée à son travail en architecture à Barcelone, hésita: et si on se perd dans la distance? La discussion tourna à l'orage. Tu penses à toi d'abord, accusa Mélanie. Margot rétorqua: non, je pense à nous. Paris pourrait être un nouveau départ. Elles se séparèrent pour la nuit, chacune ruminant ses peurs. Le lendemain, Mélanie proposa un compromis: allons à Paris ensemble pour un essai. Si ça ne marche pas, on revient. Margot accepta, émue par son sacrifice. Elles préparèrent le déménagement, vendant des meubles, emballant des souvenirs. Mais au dernier moment, Mélanie reçut un appel de sa mère: Antoine est malade. Dépression sévère. Il a besoin de moi. Le dilemme était cruel. Mélanie, déchirée, choisit d'aller à Paris avec Margot, confiant Antoine à des professionnels. L'amour fraternel ne doit pas détruire le nôtre, dit-elle. À Paris, elles s'installèrent dans un petit appartement du Marais, quartier vibrant de Viguier. Margot excella dans son job, tandis que Mélanie trouva un stage en architecture durable. Leur vie devint un mélange de culture française et espagnole, baguettes et tapas, promenades le long de la Seine et danse flamenco improvisée. Pourtant, la distance avec la famille pesait. Antoine, en guérison, envoya une lettre: je suis fier de toi,
Mélanie. Et désolée pour tout. Cela apaisa les tensions. Un Noël, elles invitèrent la famille à Paris. La mère, après des mois de réflexion, embrassa Margot. Si tu rends ma fille heureuse, c'est tout ce qui compte. Antoine, amaigri mais souriant, offrit des cadeaux. Ce fut un moment de réconciliation, teinté de larmes et de rire. Mais le destin réserva une dernière épreuve. Mélanie tomba malade, un cancer du sein détecté tôt, mais effrayant. Margot, paniquée, resta à ses côtés durant les traitements, tenant sa main pendant les chimios, chantant des berceuses pour l'endormir. « Je ne te quitterai pas », murmurait-elle. Mélanie, affaiblie mais déterminée, répondait « Ensemble, on vaincra ». La maladie révéla la profondeur de leur lien, amis, amants, âmes sœurs. Antoine vint aider, prouvant sa rédemption en cuisinant et en distrayant Mélanie avec des histoires. Après des mois de lutte, Mélanie guérit. Elles célébrèrent sur une terrasse surplombant la tour Eiffel, un baiser sous les étoiles. « Merci d'avoir été mon ancre », dit Mélanie. Margot sourit, « Et toi, ma voile ?» Leur amour, forgé dans le feu des épreuves, devint un témoignage de résilience. Elles décidèrent de retourner en Espagne, à Barcelone, où tout avait commencé, pour fonder une famille, peut-être adopter un enfant un jour. De retour à Barcelone, Margot et Mélanie achetèrent un petit appartement avec vue sur la mer, symbole de leur renaissance. Elles reprirent leur vie, Margot freelancea depuis chez elle, créant des designs inspirés de leur histoire, tandis que Mélanie termina son master en architecture, concevant des espaces inclusifs pour la communauté LGBT. Leur relation, enrichie par les épreuves, fleurit en une harmonie profonde. Des matins paresseux au lit, à discuter de philosophie comme Simone de Beauvoir dont Margot admirait le féminisme, aux soirées avec des amis, où elles partageaient leur parcours. Antoine, guéri de ses démons, visita souvent, devenu un allié. « J'ai appris que l'amour n'est pas une possession », confia-t-il un jour. La mère de Mélanie, acceptant pleinement, envoya des colis de produits espagnols. La vie semblait enfin paisible, mais le passé ressurgit sous forme d'une lettre anonyme, des menaces homophobes, probablement d'un voisin conservateur. Quitter le quartier où subissaient les conséquences. Margot et Mélanie, effrayées, alertèrent la police, mais l'enquête piétina. Cela raviva les peurs. « Et si on partait ailleurs ?» suggéra Mélanie. Margot, résolue, « Non, on reste. On se bat pour notre droit d'aimer. » Elles rejoignirent des associations LGBT, organisant des ateliers sur l'acceptation. Leur engagement les unit davantage, transformant la peur en force. Un soir, lors d'une manifestation, elles parlèrent publiquement, « L'amour n'a pas de genre. Il est humain. » La foule applaudit, et elles se sentirent invincibles. Le climax vint lors d'une confrontation inattendue. L'auteur des lettres fut identifié, un ancien collègue d'Antoine, motivé par la jalousie. Antoine l'affronta, « Tu n'as pas le droit de juger. » L'homme s'excusa, et la paix revint. Ce fut une victoire personnelle, soulignant le thème de la rédemption. Des années plus tard, Margot et Mélanie, maintenant trentenaires, adoptèrent une petite fille, Isabella, d'un orphelinat espagnol. Elles l'élevèrent dans l'amour, lui enseignant la tolérance. Antoine devint un oncle dévoué, et la famille élargie se réunit pour des fêtes joyeuses. Leur histoire, partagée dans un blog anonyme, inspira d'autres couples. Pourtant, le récit ne serait pas complet sans un regard sur les ombres. Mélanie, parfois, repensait à la trahison d'Antoine avec une pointe de tristesse, mais le pardon l'avait libérée. Margot, de son côté, chérissait chaque moment, sachant que la vie est fragile. Leur amour, kitsché de kitsch, était un phare dans la tempête. En conclusion, cette histoire n'est pas seulement celle d'un amour lesbien, c'est un hymne à l'humanité, à la capacité de guérir des blessures, de surmonter les trahisons, et d'embrasser la vie avec passion. Margot et Mélanie, unies pour toujours, prouvèrent que l'amour vrai transcende les frontières, les genres, et les épreuves. Dans les rues de Barcelone, sous le soleil éternel, elles marchèrent main dans la main, vers un avenir radieux.